Bien, Dominique, merci de m'avoir invité à ce magnifique colloque. En sachant que donc moi j'aurai des positions assez mesurées dans les sujets qu'on vient d'aborder. Je suis enthousiaste, c'est un tout petit peu moins qu'Axel, mais bon, il a sûrement raison parce que c'est Axel de toute façon. Et je pense qu'il faut quand même que les médecins, les professionnels de santé restent modestes, tout en étant indispensables. Et c'est là où je milite, moi, pour le discours et le colloque singulier, et que les chatbots remplaçant, ce qui vient d'être évoqué par Fabrice, remplaçant le dispositif d'annonce et la décision partagée sur les choix thérapeutiques, j'avoue que c'est quelque chose que, bon, mais je suis vieux, c'est peut-être pour ça, j'arrive pas vraiment à m'y faire. Alors, on va commencer par des choses simples, et justement de la modestie. Rappelez quand même que la médecine, ça n'est pas une science. La médecine, c'est un art médical. Alors c'est un art médical qui est évidemment, dans le monde occidental, et c'est heureux, est basé sur la science, basé sur l'évidence. Ces sciences pouvant aller de l'anatomie, la physiologie, la biophysique, la biochimie, la biologie, etc., ayant permis de passer finalement d'une médecine des symptômes à une médecine des causes, puis à une médecine des mécanismes. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est nous avons en science ce que l'on appelle la science des données. La science des données, c'est de la science d'analyse des données et c'est de la science de modélisation d'un certain nombre de phénomènes. Est-ce que cette science des données va enrichir la palette de l'approche artistique, on va dire, médicale, en apportant une médecine de précision basée sur les analyses de données? Alors, est-ce qu'on peut dire, bon, quelle médecine pour le futur, ça c'est un peu prétentieux, mais qu'est-ce qu'on peut dire qui est disons, plutôt flatteur pour la médecine française et plus globalement pour la médecine occidentale? C'est qu'elle est efficiente, donc basée sur l'évidence. Elle est en France accessible à tous dans un modèle de solidarité, ça c'est très très bien. Et elle est ouverte aux innovations technologiques autant que les questions budgétaires le permettent. Il y a des choses qui sont peut-être un peu moins bonnes, c'est que cette médecine, elle est cloisonnée, elle est peu agile en termes d'organisation, elle est robuste mais peu précise, c'est-à-dire que donc elle traite bien des cohortes de patients, mais elle n'est peut-être pas suffisamment fine pour un patient particulier. Elle est malheureusement inégalement répartie dans le territoire en termes d'expertise, et puis elle est portée par un modèle économique contraint. Alors on a quand même des opportunités vers une médecine de rupture. Tout d'abord, par l'avancée d'un certain nombre de technologies. J'ai cité la génomique, j'ai cité les biotechnologies, j'ai cité notamment celles qui permettent d'éditer ou de modifier les génomes, qui sont des opportunités réelles pour la médecine. Il y a aussi les avancées des technologies de l'information et de l'intelligence artificielle, de l'analyse des big data, qui sont aussi, à mon sens, une opportunité. On va essayer de voir pourquoi. Alors, on va reprendre, puisqu'on est là sur un colloque génomique cancer, génomique IA et cancer, ou plutôt IA et cancer. Je vais laisser de côté ce qui est sur la partie gauche de la diapositive, mais simplement pour rappeler quand même que le cancer est un problème extrêmement prégnant en santé publique, en France et ailleurs, et qu'actuellement, il y a un certain nombre d'approches qui sont disponibles et d'autres qui viennent. On a parlé des thérapies ciblées sur les cellules cancéreuses, sur des protéines qui sont créées par les anomalies génétiques des cellules cancéreuses. Il y a de l'immunothérapie ciblée, active, on en a donné un exemple tout à l'heure. Il y a de la pharmacogénomique des médicaments d'immunothérapie. Il y a l'intervention du microbiote et la manipulation éventuellement même de ce microbiote. Bref, on a le médecin, les équipes médicales ont à disposition des stratégies. Mais quand on va regarder dans le détail, et là j'ai pris uniquement
la génomique. Et finalement, que faire de la génomique pour en faire une stratégie médicale? Eh bien, on voit que si on fait, par exemple, le génome complet d'un individu pour voir quels sont finalement ses polymorphismes, quelle est sa nature, disons, propre. Si on fait un génome complet d'une tumeur, on fait la séquence d'un seul, et après on pourrait en faire évidemment aussi beaucoup d'autres. On fait des exomes tumoraux, c'est-à-dire l'étude des parties qui codent pour les protéines importantes, et on fait un transcriptome tumoral. Et bien pour définir une stratégie qui associerait par exemple un ou plusieurs choses comme la radiothérapie, la chimiothérapie, les thérapies ciblées, l'immunothérapie, j'en ai probablement oublié, eh bien ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué et du fait de cette complexité, on a envie d'être aidé, dans cette démarche. Alors, j'introduis là un programme qui essaye de répondre à ça. C'est un programme qui est donc un programme national, piloté par le Premier ministre et qui vise à mettre à disposition des patients et du système de soins, du séquençage qui dépasse tout ce qu'avait fait encore, et c'était très bien, l'Institut national du cancer ou le plan maladie rare, puisque c'est les deux populations de patients qui sont intéressés par ce programme, en mettant à disposition donc ces techniques de séquençage et en mettant aussi à disposition, même si c'est la chose la plus complexe et qui n'est pas encore réalisée, des méthodes d'analyse qui permettent d'utiliser ce qui va être déduit de la génomique. Alors, on a parlé du problème du nombre. Le problème du nombre, c'est un problème essentiel. Combien faut-il avoir finalement de données pour en faire quelque chose? Et là, ça dépend du grain, évidemment, que vous allez chercher. Faut-il des choses qui sont pixelisées ou des choses qui sont extrêmement fines? Si on considère finalement que les tumeurs, c'est les plus fréquentes des maladies ultra rares, puisque chaque patient est à peu près unique, eh bien il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup, ce qui fait que, loin, disons, évidemment d'interdire les sites hospitaliers, les CHU, les centres de lutte contre le cancer, à se faire des entrepôts de données dans lesquels ils vont mettre toutes leurs données pertinentes à la fois pour la recherche et la clinique, il pourrait être utile, mais il faut définir quoi, de pouvoir obtenir un ensemble de données globales pour l'ensemble du territoire, reliant à la fois les données cliniques, certaines données cliniques, pas toutes, et certaines métadonnées de génomique, c'est-à-dire données issues de la génomique, comme une liste de mutations, par exemple, ou de choses comme ça. Et ça a été le principe de ce programme. Établir d'abord combien il fallait à peu près de génomes complets, d'équivalents de génomes complets par an, 100 000, ça a été ça, ce qui a été dit à peu près à la louche. À partir des capacités de séquençage, définir quel devrait être le nombre de plateformes s'il n'y en avait pas qu'une, ce qui a été, disons, éliminé à un certain moment de la discussion. Et on est tombé sur 12, 13, c'est à peu près le nombre de régions, mais ça n'était pas fait pour ça. Que ces plateformes qui génèrent les données devaient être liées entre elles et d'une certaine façon interchangeables, ce qui souligne le fait qu'il est indispensable évidemment que les protocoles préanalytiques et analytiques soient identiques, et que d'autre part, elles se soumettent, disons, au partage des données nationales. Et c'est le collecteur et analyseur de données, CAD, qui est représenté ici sur cette diapositive. Alors comment ça se passe, simplement pour vous dire un peu le parcours du soin, comment c'est prévu? Eh bien, il y a d'abord un dialogue entre un vrai médecin et un vrai malade, lequel donc discute finalement de l'intérêt ou non de faire ces études de génomique, une demande d'examen. Ensuite, quelque chose qui ressemble tout à fait à un diagnostic biologique avec un prélèvement, une préparation préanalytique, et puis le séquençage, l'analyse, la validation technique. Après, on passe dans les questions qui sont finalement les plus intéressantes, c'est comment interpréter ces données. Et là, c'est là où des algorithmes déjà rentrent en jeu. Et ensuite, comment les transmettre dans une base nationale qui puisse être utile non seulement pour faire de la recherche, parce que ça, c'est évident qu'on peut en faire avec, mais à terme, et c'est là où l'IA peut donner des réponses, peut aider à la décision. C'est-à-dire que la décision serait bien sûr basée sur les référentiels, sur les études cliniques,
sur les conférences de consensus, mais que peut-être on pourrait gagner en finesse en s'aidant également de l'analyse des données nationales. C'était ça le principe. Alors, je vais peut-être revenir quand même un tout petit peu sur les mots, sur intelligence artificielle, algorithme, système expert, parce que tout ça est parfois un tout petit peu mélangé. Donc l'algorithme, je vous ai mis Wikipédia, algorithme, une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions permettant de résoudre une classe de problèmes. Ça concerne les ordinateurs, c'est un algorithme. Ensuite, dans les algorithmes, c'est la grande boîte, qui sont utiles ou potentiellement utiles à la décision médicale, il y a les systèmes experts d'un côté, il y a l'intelligence artificielle de l'autre, et ça n'est pas la même chose. Il faut être tout à fait clair, même si les deux systèmes travaillent sur les données qui sont issues du patient, le système expert, disons, brut, non classique, applique des règles établies par des experts, il n'invente rien. Il n'y a pas à inventer, il applique des règles, et en fonction de ces règles, il vous propose un certain nombre de choses qui ne font que mimer finalement l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle n'est pas intelligente non plus, mais elle apprend et modélise à partir des données. Donc ces deux choses-là, outre les fautes d'orthographe, mais bon, ça c'est pas grave, peuvent permettre d'aider à la décision médicale, et c'est ça dont nous discutons. Vous allez voir que tout à l'heure, le vrai challenge, si on peut dire ça comme ça, de l'intelligence artificielle, c'est que finalement l'intelligence artificielle nourrisse les systèmes experts. C'est-à-dire que puisse aider à définir les règles qui sont appliquées ensuite par des systèmes experts. C'est ça qui est un peu le nœud de la question. Alors, je reviens un peu sur les applications médicales quand même de l'IA. En recherche médicale, l'intelligence artificielle, c'est une partie des statistiques et de la bioinformatique, où l'un ou l'autre, on peut en décider comme on veut. C'est extrêmement répandu depuis peut-être 30 ans, et plus récemment encore en génomique, par exemple, en IRM et fonctions cognitives. Tout ça est utilisé un peu tous les jours. Il n'y a pas dans la salle un bioinformaticien qui fait de la génomique qui n'utilise pas des techniques d'IA, des algorithmes d'IA. C'est extrêmement utilisé. Alors pour classifier des tumeurs, pour faire ce genre de choses. L'IA et la pratique médicale, là, on reste plus modeste. Axel Kahn l'a dit, effectivement, il y a eu des avancées considérables au progrès de l'algorithmie, notamment à un moment où il y a eu l'apparition des réseaux de neurones convolutifs. Ça, c'est vrai que ça fait exploser les applications de l'IA sur les images. Les calculateurs, la loi de Moore, on en a parlé, mais je suis désolé, la loi de Moore, elle a des limites. Il y a le post-loi de Moore, et la post-loi de Moore arrivera quand même à un moment. Alors, est-ce que ça sera les accélérateurs quantiques plutôt que les ordinateurs quantiques? Je préférerais qu'on reste là encore modeste. Peut-être, très bien. Et puis, il y a la taille des bases de données qui permettent maintenant l'apprentissage sur un très très grand nombre de situations, puisque finalement, l'IA, c'est de l'apprentissage. C'est ça. Alors, il y a des applications phares, on en a parlé. Reconnaissance des mélanomes, analyse histopathologique, analyse de la radiologie. Et donc, j'ai cité ce papier parce qu'effectivement, en 2016, il m'avait frappé, et je crois que tout ceci s'est conforté dans la suite. Mais ensuite, comment on peut essayer d'aller plus loin? Parce que vous voyez que ça, ces applications finalement, qui sont compagnons d'une activité médicale, que ce soit d'un radiologue, que ce soit d'un nanapathe, que ce soit, que sais-je, d'un cytologiste, finalement, c'est un outil supplémentaire qui fait du garde-fou, qui permet aussi de faire que l'expertise se diffuse largement dans les territoires, et ça, Fabrice en a parlé, ça me paraît très important. Ça permet de diminuer des endroits qui peuvent être des déserts médicaux technologiques, parce qu'on n'a pas les moyens d'analyser les choses, donc ça c'est très bien. Mais en gros, moi je ne vois pas ça comme une révolution. Ce n'est pas une révolution, et je pense qu'on aura toujours besoin de spécialistes de ces domaines-là, de toute façon, pour travailler avec. En fait, si on veut aller plus loin, c'est essayer de construire des règles. C'est-à-dire de construire des règles à partir des données. C'est finalement utiliser, alors ce que certains, dont moi, appellent les jumeaux numériques, l'analyse des jumeaux numériques, pour construire des règles pour des systèmes experts.
Alors, c'est quoi un jumeau numérique? Alors ça existe beaucoup en aviation, il y a des jumeaux des avions, des trains, tout ça est un concept qui est assez répandu, notamment dans l'industrie. C'est finalement essayer de représenter de la façon la moins pixelisée possible un patient et sa maladie. Donner un avatar finalement. Alors évidemment, il ne sera pas parfait du tout, ça sera des gros carreaux, ça ne sera pas des images fines, mais on va essayer de le faire. Et pour le construire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on part de la vie, c'est-à-dire de l'image, du discours, de ce que l'on veut, et puis on a ensuite des moyens de convertir cet aspect vivant en digital, en un fichier numérique, par exemple en imagerie, en génomique, en clinique. Et tout ceci va donner une représentation multidimensionnelle, numérique, du patient et de sa maladie. Et comme ça a été dit, je crois, par Fabrice, eh bien, c'est quelque chose qui est évolutif. Ah non, c'est par toi, Alain, je crois. C'est quelque chose qui change au cours de la vie. Donc, c'est pas une représentation qui doit rester statique, mais elle doit évidemment s'enrichir, si possible, de toutes les données évolutives. Alors, là, je vais reprendre, pour ceux qui ne sont pas médecins, finalement, peut-être une formalisation de la décision partagée de traitement avec un patient. On part donc d'ici, de la droite. Cette décision, elle est le fruit d'un échange singulier entre le patient et son médecin, où chacun va échanger les informations pertinentes et les stratégies envisageables, et en fonction de tout cela, essayer de prendre la décision qui convienne. Ces stratégies, elles sont travaillées par le médecin de deux façons. D'abord par une collecte des informations. Ces collectes viennent des données tumorales, par exemple, de la clinique, etc., permettant de définir des opportunités thérapeutiques et des risques. C'est basé sur quoi? C'est basé finalement sur des bases de données, c'est ce qui est représenté ici en haut, là. C'est aussi, par exemple, des bases de données de mutation, des bases de données d'expression des gènes, des bases de données de carte d'identité des tumeurs, il y en a maintenant de très nombreuses. Et c'est basé aussi sur la littérature médicale et sur l'analyse de la littérature médicale qui permet de publier la recherche clinique, les résultats des essais cliniques qui sont d'un intérêt considérable, il faut le rappeler quand même ici, on y reviendra peut-être, et puis d'études physiopathologiques. Et tout ça permet actuellement donc aux médecins de prioriser un petit peu ces informations, de voir qu'est-ce qui lui paraît pertinent, qu'est-ce qui lui paraît pas pertinent, quelles sont la marche à suivre dans tel cas, tel type et tel cas. Ça ne suffit pas évidemment pour prendre la décision et pour discuter avec le patient. Il faut prendre aussi le patient au-delà des données de sa tumeur, état général, comorbidité, facteurs psychosociaux, et c'est finalement de tout ça que vient le discours et que vient la décision. Alors là, ce que j'ai mis en rouge sur cette diapositive, c'est un élément supplémentaire qui fait l'objet de cette discussion. C'est-à-dire, est-ce que, en dehors des bases de données qu'on va miner, en dehors de la littérature médicale, des conférences de consensus, des résultats des essais cliniques, eh bien, les données obtenues en vie réelle peuvent-elles être aussi une source pertinente, fiable, on l'espère, qui permettent d'orienter les stratégies et d'orienter les discussions avec le patient. Alors, on va essayer de voir comment ça peut marcher, ça. C'est quoi, finalement, un collecteur-analyseur de données? Un collecteur-analyseur de données, eh bien, c'est une collection de jumeaux numériques. Tout à l'heure, je vous ai dit ce que c'était, c'est-à-dire de représentation donc, mathématique du patient et de sa tumeur, puisqu'on parle de cancérologie. Qu'est-ce que c'est, et qui sont dans une base de données. Que va faire le médecin s'il veut utiliser finalement ces informations? Il va, c'est un terme un peu mathématique, mais on peut le représenter visuellement, il va projeter l'image de son patient dans la base de données, dans le collecteur et analyseur de données, pour y chercher sa famille numérique. Sa famille numérique, c'est quoi? C'est l'ensemble des patients qui seront dans le collecteur et qui lui ressembleront en fonction des critères multidimensionnels qui ont été donc donnés. Et en analysant finement cette famille, pour peu qu'elle ne soit pas trop petite, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un très grand nombre de jumeaux, et qu'on a besoin
de jumeaux qui ne soient pas trop détaillés, et bien pour peu que cette famille soit de grande taille, en étudiant finalement l'évolution, la façon dont les patients ont évolué au sein de cette famille, on pourra en tirer des arguments, on appelle cela de la logique bayésienne, pour éventuellement enrichir les stratégies thérapeutiques à proposer aux patients. Ça se fait donc par cette technique-là, par cette technique. Ça peut se faire aussi par de la modélisation, par de la prédiction, par des perturbations. Donc l'intelligence artificielle est évidemment au cœur de tout ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a de l'analyse statistique multidimensionnelle, et puis il y a de la modélisation de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que ce qui était écrit en rouge, ça peut servir à quelque chose ou pas? Alors, jusqu'à présent, il y a très peu de papiers, il faut bien dire, qui ont démontré que ça pouvait servir à quelque chose. Alors, je ne sais pas si Bruno là, pourra commenter sur ça, mais il y en a un qui a été ensuite confirmé par deux autres papiers, qui sont français d'ailleurs, qui se posait la question de savoir est-ce que les recommandations que l'on a sont meilleures, moins bonnes, ou de même ordre, concernant la greffe de moelle allogénique chez les patients atteints de leucémie en première émission complète, ou pas. Il y a donc des auteurs qui ont réalisé un collecteur-analyseur de données de grande taille, avec une partie d'essai et d'apprentissage et une partie ensuite d'analyse, pour essayer de voir si on était capable, si une machine était capable, à partir de ces données, de modéliser finement, à l'échelle unitaire pour un patient, quel était finalement son risque dans telle ou telle situation thérapeutique. Ça a été testé par rapport aux méthodes standards, et la démonstration était que c'était meilleur que les recommandations. Alors c'est un papier, quelque chose qui a été fait quelque part, bon, et c'est dans un domaine précis, c'est de l'IA qui est de l'IA assez facile à comprendre, c'est pas des réseaux neuronaux, enfin, etc. Mais il n'empêche qu'on peut y voir là une démonstration, c'est 2017 quand même. Bon. En 2018, il y a eu un papier dans Blood qui a montré la même chose, et sous presse, là, il y a actuellement un papier du groupe Alpha qui enrichit encore ce score qui a été créé par cette étude et qui en démontre l'utilité. Donc, je ne dis pas du tout que le principe, que la preuve de concept est faite, mais il est possible que la collection d'un grand nombre de jumeaux numériques puisse aider à la prise en charge thérapeutique. Alors, si on veut regarder donc un peu comment on pourrait voir la médecine pour le futur, toujours sous une forme un peu formelle, finalement, on a d'un côté le patient, son avatar digital, qui est son jumeau numérique, sa représentation numérique, et on a son compagnon biologique, qui est en fait l'ensemble de tout ce qu'on peut déduire de la vie, de son ADN, de ses cellules, et de choses comme ça. Tout ça, ça représente finalement ce que peut être un patient qui domine les choses en ayant ces deux compagnons. Le médecin lui-même, il a aussi son avatar digital. L'avatar digital, le jumeau numérique du médecin, c'est quoi ? C'est l'ensemble des algorithmes qu'il possède ou qu'il a acquis qui lui permettent d'interpréter le jumeau. Ça, c'est le médecin digital. Et puis, il a quelques outils technologiques. Et donc, confrontant l'analyse du jumeau numérique par l'avatar digital du médecin, confrontant aux connaissances, aux modèles et aux données, permet d'avoir un discours. Alors, vous voyez que dans cette formalisation-là, j'ai gardé des personnes humaines. Mais il faut bien dire qu'il y a des modèles de certaines sociétés, notamment, où le médecin est totalement supprimé. On n'a finalement que les algorithmes qui sont quelque part. Le patient envoie ses données, l'algorithme fait ce qu'il doit faire, et c'est au patient de recevoir l'information sans explication. Donc, c'est ma conviction, je ne sais pas quel sera le modèle futur, mais ça me semble absolument déraisonnable de se passer de l'interaction directe et du discours singulier. Voilà, donc cette médecine, finalement, pour presque conclure, mais pas tout à fait, elle est
elle va vers la précision, on l'a dit, hein, ça a été redit par nos collègues, prédictive, préventive, personnalité et impliquant le patient. Elle fait intervenir donc à la fois de la biologie, des sciences des données et des thérapies qui se développent. Et c'est tout ça qui permet d'interroger le vivant, d'interpréter le patient digital et d'agir sur le vivant finalement avec la thérapeutique. Est-ce que tout ceci peut se mettre en place? En fait, cette diapositive, c'est la plus importante de ma présentation. Est-ce que la médecine digitale pourrait être acceptable par les médecins, les patients et la population? Alors, les partenaires, là, on sait bien qui c'est. C'est les professionnels de santé, c'est les patients et c'est la société dans son ensemble. Bien. Les attitudes, on sait aussi. Hein, ça peut être le refus, la perplexité ou l'adhésion. Finalement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur sur lequel il faut vraiment travailler? La question des données personnelles. Ça a été évoqué. Je crois qu'il vaut mieux dire les choses telles qu'elles sont. Dès que vous mettez des données de génomique suffisamment profondes, que vous rajoutez, alors éventuellement même, mais ce n'est pas forcément nécessaire, des données de géolocalisation, et que vous êtes suffisamment précis, il est toujours possible de remonter à une personne. Donc ça n'existe pas. L'anonymation n'existe pas. En revanche, on peut flouter les données. On peut introduire du bruit, on peut faire un certain nombre de choses, mais il vaut mieux avoir un discours qui soit clair. Il y a un risque, éventuellement, sur vos données, mais il faut que vous en soyez conscient. Acceptez-vous ou non de faire ce geste altruiste, finalement, de mettre vos données dans un collecteur, de telle sorte que tout le monde, que finalement les données de tous soient au service de chacun, tout en sachant qu'il y a un risque par rapport à la question de l'anonymisation. Deuxième risque que je n'ai pas cité sur la diapositive, mais qui est aussi important, c'est que ces bases de données, notamment lorsqu'elles sont de la génomique, permettent d'avoir une vision de la diversité régionale à des grains plus ou moins fins des populations. Imaginez par exemple qu'une région X ait un polymorphisme de récepteurs de virus particuliers qui la rendent extrêmement sensible à un virus, et qu'une région Z n'ait pas ce polymorphisme ou un gène protecteur. On peut imaginer tous les scénarios, évidemment, qui sont là-dessus. Donc, ce sont des données qui sont patrimoniales, ce sont des données qui doivent être protégées, ce sont des données qui ne doivent pas aller dans des clouds n'importe où, et c'est pour ça que le projet français de Health Data Hub, dont je connais que quelques mots, me paraît être une très bonne solution. La dernière chose aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait des barrières sociétales à l'utilisation de ces données par un certain nombre d'acteurs, et là je pense évidemment aux assurances et aux autres acteurs du terrain. La deuxième chose est plutôt vis-à-vis pas des patients, mais des professionnels de santé. C'est que finalement, quand on a un algorithme, comme par exemple les algorithmes des réseaux neuronaux, mais il y en a d'autres, dont on ne peut expliquer finement le fonctionnement ou la causalité, enfin ça a été abordé par Fabrice, c'est finalement quelque chose qui va pousser le médecin à accepter quelque chose qu'il ne comprend pas. Et quelque chose qui, d'une certaine façon, le dépossède un peu, non pas de son discours avec le patient, mais disons de l'image de compétence qu'il avait avant. On connaît ça, maintenant avec les patients qui regardent d'abord sur Google avant de consulter, mais là c'est encore pire, parce que docteur, mais pourquoi il faudrait faire comme ci ou comme ça, mais parce que en gros l'algorithme l'a dit. Et donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui est acceptable très facilement par les médecins, c'est ce côté black box. Il y a eu au début d'ailleurs de l'aide en imagerie les radiologues qui ont eu beaucoup de mal à se positionner sur ça. J'imagine qu'il en est de même pour les anatomopathologistes. Bref, tout ceci peut modifier vraiment la relation médecin-malade, l'échange, et donc il ne faut pas sous-estimer cette partie-là qui demande un débat citoyen qui soit le plus large et le plus transparent possible. Je crois qu'il faut donner les risques, donner les avantages de façon vraiment très claire. Voilà, merci. Bonjour, je voudrais vous remercier d'abord pour vos interventions qui sont très claires. Il s'agit plutôt d'un questionnement et d'une réflexion.
Tout à l'heure, vous avez parlé de c'est un outil, finalement, il appartient aux personnes qui vont pouvoir l'utiliser. Et quand tout à l'heure, un des intervenants a évoqué l'histoire de l'image qui peut être interprétée par n'importe qui, par n'importe quel logiciel, c'est le cas de nos données qui sont collectées par nos smartphones, par les GAFA, tout ça. Donc, ça ne concerne pas que la médecine. Et je veux dire, là, vous parlez, vous, en tant que médecin, vous avez essayé d'interpréter ces données via l'intelligence artificielle, mais Google et les autres compagnies, ils le font déjà. Et je pense qu'ils ont une longueur d'avance par rapport à l'Europe, à la France et tout ça. Je ne sais pas vous, comment vous voyez tout ça. Et voilà. Merci. Oui, mais merci pour cette question. C'est vraiment, entre guillemets, la vraie question. Avec disons, des acteurs dont d'ailleurs le poids, non pas politique, mais disons en termes financiers, est différent, hein, quand on sait ce que peuvent faire les GAFAM et autres. Alors là, je voudrais repartir quand même sur quelque chose qui a été dit par Alain Libartowski, sur la qualité des données. Parce que, et ça a été dit aussi par Fabrice, hein, si les données qui sont dans des bases de connaissances comme cela ne sont pas recadrables, sont pleines de trous, ne sont pas faites avec des méthodes qui soient quand même relativement proches, on peut corriger des effets batch, mais ce n'est pas si simple, eh bien ce qu'il en sort, ce n'est pas grand-chose, si vous voulez. Personne n'interdit, évidemment, enfin si, c'est interdit par la loi, mais quelqu'un peut envoyer son ADN à 23,5, avoir un certain nombre de renseignements, mais enfin, en bref, ce n'est pas de cela dont on parle. Là, on parle vraiment de choses dans lesquelles les analyses sont beaucoup, beaucoup plus profondes que ce qui peut être fait sur telle ou telle donnée. C'est quand même pas demain, la veille, mais peut-être que ça arrivera, qu'un jumeau numérique complet avec tout, hein, c'est-à-dire la radio, les machins, tout ce que vous voulez, plus les données issues des montres, des machins, tous les systèmes, disons, tous les systèmes à distance, sera confié aux GAFAM. Et je réinsiste là-dessus, ça c'est le modèle sans personnel de santé, c'est le modèle sans prise en compte du statut psychosocial, même s'il y a des algorithmes qui vont un peu maintenant, il y a des chats qui essayent de faire ça. Et ça, à mon sens, ça n'est ni utile, ni éthique.